Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité au programme de Studio Kalangu, des programmes que vous recevez via un réseau de 52 radios partenaires ainsi que 7 télévisions partenaires dans les 8 régions du Niger. Nos programmes sont également disponibles sur Facebook et WhatsApp. Bienvenue donc à tous dans ce nouveau numéro du Forum de Studio Kalangu. Comment garantir un accès équitable des femmes à la justice au Niger? C'est le thème du forum de ce jour. De nombreux instruments du système universel de protection des droits humains consacrent le droit d'accès effectif à la justice. La constitution nigérienne du 25 octobre 2010 mentionne que tous les Nigériens naissent et demeurent égaux en droit et en devoir. Dans cette perspective, l'accès de tous à la justice est un droit. Cependant, comment ce droit est garanti ici au Niger? Est-ce que l'accès à la justice est effectif pour les femmes au Niger? Quels sont les obstacles à la jouissance de ce droit pour elles? À l'occasion donc de la célébration le 8 mars de la Journée internationale des droits de la femme, nous allons nous interroger sur l'effectivité de l'accès équitable des femmes à la justice au Niger. Pour échanger sur la thématique, nous sommes aujourd'hui dans ce studio avec Madame Gojeme Gazibo. Elle est la coordinatrice de l'ONG Chronique Juridique. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes également avec M. Aoudé Nourdine. Il est acteur de la société civile. Il est également président d'honneur de l'Association internationale des étudiants juristes. Bonsoir. Bonsoir. À la modération, c'est Nafis Adam Sirfo. Bonsoir à tous et bienvenue. Nous sommes là pour discuter de l'accès équitable des femmes à la justice. Je commence donc par vous, Madame Gojé Maimouna. Accès équitable à la justice. D'abord, expliquez-nous ce qu'on entend par accès à la justice. D'abord, je commence puisque cette activité rentre dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des droits de la femme célébrée le 8 mars de cette année. Donc, d'abord, tout en félicitant Kalangu qui permet à l'ONG Chronique Juridique et ses experts d'entretenir le public sur les questions d'accès à la justice, parce que c'est un thème proposé par l'ONG Chronique Juridique et animé par les membres de Chronique Juridique pour célébrer la journée. Donc, je dis merci à Kalangu qui, de temps en temps, nous donne la possibilité d'exploiter l'expertise de Chronique Juridique pour sensibiliser et vulgariser les instruments juridiques. Est-ce que l'accès à la justice des femmes c'est quoi l'accès à la justice? L'accès à la justice, c'est la possibilité offerte aux citoyens de saisir les juridictions nationales lorsqu'en cas lorsqu'ils sont victimes d'une infraction ou lorsqu'ils veulent la réparation d'un préjudice qu'ils ont subi. Par l'accès à la justice, il faut voir tout le dispositif institutionnel qui est d'abord les forces de défense et de sécurité intérieure, ensuite la justice. L'accès à la justice commence d'abord par les plaintes au niveau des commissariats de police, de la gendarmerie, des justices de commune. Ensuite, on vient le tribunal de grande instance, les tribunaux d'instance, les cours d'appel. C'est l'ensemble. C'est un processus. C'est tout un processus qui permet aux justiciables de rentrer dans ses droits lorsqu'ils s'estiment lésés ou victimes d'un préjudice. Mais selon vous, est-ce que ce droit est garanti ici au Niger? À partir du moment où l'État met en place tout le mécanisme, ça veut dire que l'État, lui, a joué son rôle et le cadre institutionnel est planté. Maintenant, est-ce que le contexte socio-culturel favorise un accès équitable à la femme? Pas nécessairement. Le fait que le dispositif institutionnel soit là ne suffit pas à lui seul pour garantir l'accès, surtout l'accès équitable de la femme. Parce que les femmes saisissent moins la justice que les hommes, et pour certaines infractions que Chronique Juridique qualifie d'infractions tabous, rarement les femmes dénoncent, malgré que ce soit des infractions qu'on peut réprimer. Nous allons en venir aux raisons pour lesquelles les femmes ne saisissent pas les juridictions. Alors, à vous entendre parler, donc, ce droit n'est pas tellement équitable pour les femmes. Le mécanisme, lui, il est équitable. Mais il n'est pas équitable parce que les pesanteurs socio-culturels font qu'on comprend moins qu'une femme saisisse la justice. Et dans l'éducation fait en sorte que
c'est l'homme qui est chef de la famille, c'est lui qui décide. Et très souvent, dans les questions de justice, c'est les hommes qui sont devant. D'accord. Alors, merci pour ces précisions, M. Aoudé Nourdine. Vous êtes le président d'honneur de l'Association internationale des étudiants juristes. Vous êtes aussi acteur de la société civile. Quelle lecture faites-vous vraiment du paysage juridique ici au Niger, d'abord? Et effectivement, je tiens d'abord à vous remercier pour l'invitation et tout ce que vous faites pour notre structure, comme l'avait dit Madame la coordinatrice. Et également, je vais aller dans le même sens, étant donné que l'État a déjà garanti la phase institutionnelle. Je pense que le village juridique, si vous voulez, le paysage, en un mot, on peut dire que l'accès à la justice pour les femmes n'est pas aussi facile que cela. Parce que vous n'êtes pas sans le savoir que, comme elle a eu également à le dire, les pesanteurs vraiment sociales sont là et ça ne permet pas à la femme de s'exprimer de manière libre et de défendre ses droits et porter plainte devant les tribunaux. Parce que tout simplement, aujourd'hui, notre société n'arrive pas à accepter qu'on reconnaît à la femme la dignité, cette capacité d'ester en justice. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans le savoir que sur 10 plaintes, les 9 sont purement masculines, si on peut les appeler ainsi. Or, en majeure partie de notre société, les femmes sont victimes de toutes sortes de violences. Et donc, je pense que dans tous les domaines également, normalement, s'il devait y avoir plus de plaintes, ça doit être du côté des femmes que des hommes. Mais malheureusement, le paysage vraiment n'encourage pas la femme à accéder à la justice de manière libre. Mais est-ce que ces pesanteurs sociales à elles seules suffisent de barrer la route pour les femmes ou bien de leur empêcher le fait d'aller chercher justice? Normalement non, étant donné que dans un état de droit, on ne parle plus des pesanteurs sociales, non. Il est 4 sources du droit. Vous avez la loi et la coutume qui sont les premières sources, les sources les plus directes. Et si déjà la loi permet et la coutume également, je ne vois pas d'autres pesanteurs qui devaient bloquer la femme. Mais vous n'êtes pas sans le savoir que dans notre société, comme disent les rappeurs français, le BOA de bouche à oreille, ça a vraiment impacté la société de tel point où vous allez voir des femmes victimes de viols qui n'arrivent pas à dénoncer. Qui n'arrivent pas à dénoncer. J'en ai eu cette question la dernière fois suite à un forum également organisé par une structure de la place. En ligne, une fille nous a dit qu'elle a été victime de viol, mais elle a honte d'aller porter plainte. Vous voyez à quel point notre société est tombée aussi bas, excusez du terme, où même en cas de viol, les gens n'arrivent pas à porter plainte. La dignité humaine, le corps humain a connu des atteintes, mais malheureusement, elles sont dans l'incapacité psychologique de porter plainte devant les juridictions compétentes. Donc moi je pense que ces tabous-là, ou bien ces barrières sociales, on doit effectivement les dégager et porter plainte parce que nous sommes dans un état de droit. Autant donc de barrières qui empêchent aux femmes de saisir la justice en cas d'abus, en cas de violence. Madame Gaugier, vous êtes magistrate. Quelles sont vraiment les contraintes auxquelles les femmes font face et qui les poussent à recourir à la justice? Avant de dire ce qui amène les femmes à saisir la justice, je vais d'abord dire ce qui démotive les femmes pour compléter Maître Awadé par rapport à la saisine. D'abord, l'analphabétisme. Pour beaucoup de faits et d'infractions, elles ne savent même pas qu'elles peuvent saisir la justice. Par exemple, les viols entre mari et femme. Un viol reste un viol. La loi ne donne pas au mari une prérogative pour violer sa femme. Les coups et blessures volontaires, c'est pas parce que c'est ta femme que tu peux la taper. L'accès à la terre, souvent le refus que la femme accède à la terre est fait en violation de ses droits. Les donations contestées. Ça veut dire qu'il y a une série de faits et d'infractions pour lesquelles elle ne sait pas que la justice peut trancher. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la pauvreté. Il y a des femmes, par exemple, de Harobanda, si elles convoquent quelqu'un à la justice, elles n'ont pas 200 francs pour venir. Donc, la pauvreté fait souvent qu'elles n'ont même pas les ressources pour effectuer les déplacements et aller vers les juridictions. La troisième chose, l'éloignement. On oublie souvent que si à Niamey, nous avons les justices de proximité, les justices de commune, qui sont érigées actuellement
en tribunaux d'arrondissement et qui permettent de rendre la justice plus proche. Quand vous allez prendre pour tout le département de Terra, il y a une seule justice qui est au chef-lieu d'arrondissement. Donc, ça veut dire que tous ceux qui sont dans les villages, il faut se déplacer. Oui. Donc, le seul fait que cet éloignement-là l'est du ciel, ce n'est pas partout que la justice est proche. Ensuite, la lenteur administrative. Pourquoi aujourd'hui les femmes tendent à saisir les autorités administratives et coutumières? Parce qu'en un mois, le litige est géré. Alors que dans le cas des juridictions, un simple divorce peut durer 2, 3, 5, 6 ans. Donc la lenteur aussi fait en sorte que tout ce que je viens de citer sont des obstacles et des faits qui entravent la saisine et démotivent les femmes par rapport. Maintenant, quelles sont les matières? Généralement, il y a 2 catégories de faits et d'infractions pour lesquelles les femmes sont essentiellement victimes au Niger. Quand vous prenez les faits de harcèlement sexuel, les faits de viol, les coups et blessures volontaires, toutes les infractions que nous mettons dans une calebasse et dont on dit violence basée sur le genre, mais c'est plus le genre féminin que le genre masculin. Mais malheureusement, même ces infractions pour lesquelles les femmes sont essentiellement les victimes, elles ne portent pas plainte. Parce que quand elles portent plainte, souvent, la conséquence de la plainte est pire que la plainte elle-même. Aujourd'hui, on ne peut même pas contester. Une femme qui est battue, si vous voyez l'affaire devant la juridiction, c'est qu'on lui a cassé un bras ou on l'a défiguré. Et là, au niveau, c'est les médecins qui dénoncent. Mais très souvent, pour les coups et blessures volontaires, c'est soit tu attrais ton mari à justice et tu n'as plus de mariage. Donc c'est pourquoi elles préfèrent régler ça entre eux. Elles préfèrent renoncer à leurs droits pour préserver la famille. Et malheureusement, le fait pour préserver la famille, elles renoncent à leurs droits, ça donne encore plus la conviction aux hommes et à la société qu'on peut battre sa femme. Voilà. Donc ça, c'est pour ça qu'on a dit que les pesanteurs socio-culturels jouent un grand rôle dans on appelle ça l'insuffisance d'accès à la justice des femmes. Parce que par une femme qui porte plainte pour harcèlement, la première question que les gens se posent, c'est elle l'a provoqué. Donc aujourd'hui, une femme mariée, même si tu es violée, tu ne le diras pas. Tu as des enfants. Le contexte culturel ne favorise pas l'aboutissement de certains dossiers, certaines infractions. Et la pression familiale. Le Niger est l'un de ces pays où quand il y a une procédure judiciaire, tout un village peut se mobiliser pour contraindre la victime en soulevant des questions de quiétude sociale. Donc ça aussi, c'est des facteurs qui font en sorte que vous aurez moins de femmes devant les juridictions. Le contexte culturel peut vraiment justifier l'insuffisance des plaintes chez les femmes. Aoudé, qu'en dites-vous? Effectivement, il n'y a pas beaucoup à dire parce que déjà, Madame la coordinatrice a déjà tout dit. Et le contexte est là. On ne peut que essayer de le détruire ou bien de le détourner et contourner parce que tout simplement, aujourd'hui, les gens sont allés ou bien arrivés à un stade où on pense que la femme n'a pas assez de droits. Il y a certains droits qui sont exclusivement réservés aux hommes et d'autres sont exclusivement réservés aux femmes. Oui. Donc, partant de ce principe-là, je pense qu'on doit déconstruire cette pensée. Parce que tout simplement, le législateur nigérien, en rédigeant le code de novembre 2010, n'a pas catégorisé les citoyens. On parle de citoyens nigériens, on ne parle pas de femmes ou d'hommes. Donc, l'accès à la justice n'est pas catégorisé. Il ne s'agit pas des personnes démunies, des pauvres et tous ceux qui s'ensuivent. Mais déjà, on s'est déjà fait des idées derrière la tête que, bon, dans un pays, une femme, on ne l'écoute pas. Et puis, parce que comme elle a eu à le dire, si vous portez plainte, les conséquences de la plainte sont plus lourdes que l'infraction même qui a été exercée sur ta personne. Donc, du coup, ça démotive la femme, ça les amène souvent à se décourager. Et souvent, certaines de la procédure sont victimes de la procédure. Certaines, vous allez les voir en pleine procédure, il y a des corps habillés qui essayent de la draguer. Vous voyez un peu, la personne est victime de harcèlement sexuel peut-être au niveau de son travail et un truc comme ça. Oui. Souvent dans la procédure également, vous avez des personnes qui essayent de faire également des crochets et des tacles un peu partout pour la dissuader et puis tout ce qui s'ensuit. Je suis allé jusqu'à entendre dans la corporation également, mais il y a des hommes qui n'arrivent pas à comprendre qu'une femme puisse convoquer son mari. Oui.
Vous voyez à quel point le poids de nos coutumes et us pèse sur vraiment l'administration. Oui. Donc, c'est dire que souvent, c'est très mal vu et malheureusement, le fondement n'est ni religieux, ni juridique. Donc, je pense qu'on ne doit pas se contenter de la coutume parce que tout simplement, dans un État, je pense que la loi est primordiale. Madame Gauger, d'aucuns disent que les femmes en milieu professionnel font également face à toutes sortes d'abus, de violences. À ce niveau, dites-nous, qu'en est-il exactement face au recours à la justice? Là où le bas blesse, c'est qu'on a tendance à penser que c'est simplement les femmes analphabètes qui n'ont pas accès à la justice ou qui ne saisissent pas la justice. Ce n'est pas vrai. Nous, au niveau de l'ONG Chronique Juridique, on reçoit autant de femmes analphabètes que de femmes instruites victimes. La première catégorie, c'est d'abord méconnaissance des instruments juridiques. Très souvent, des femmes instruites de haut niveau me saisissent en me disant « Je suis divorcée depuis quelques années. J'ai trouvé quelqu'un pour me remarier, mais j'ai la garde des enfants. Le mari me menace en me disant que si je me remarie, je retire les enfants. » Et c'est des femmes qui renoncent à se marier juste pour ne pas perdre. Il faut Chronique pour qu'on leur dise non. Seul l'intérêt supérieur de l'enfant, lui, les juge. Tu peux te remarier autant de fois que tu peux, tant que tu restes une bonne mère. Tu t'en occupes bien. Il y a beaucoup de femmes qui renoncent. Les questions de harcèlement, je reçois beaucoup de femmes. Et d'ailleurs, l'année passée, à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme, mais j'ai fait témoigner des femmes de médias qui étaient victimes de harcèlement sur leur milieu de travail. Et malheureusement, même sur le lieu de travail, on leur demande de patienter. Aujourd'hui, quand une femme, par exemple, est victime de viol ou de harcèlement, c'est elle qui est jugée, c'est elle qui est stigmatisée. C'est comme si c'est une honte. Et là, finalement, quand tu en parles, c'est ton image qui est ternie. Voilà. Il y a beaucoup, les femmes... femmes, finalement, elles subissent... Elles subissent en silence parce que la société préfère qu'elles se taisent plutôt qu'elles parlent. Et quand tu parles, c'est à tes risques et périls. Et les femmes sont complices. Quand des femmes viennent me voir, la plupart, elles me disent, je suis victime de harcèlement sexuel. Ou bien, il y a des patrons, les attouchements. On se connaît toutes entre femmes. Il y a des patrons, tu ne peux pas rentrer avec un classeur et qui ne glisse pas sa main dans ta jupe. Les attouchements. Elles vont venir me dire, j'ai juste envie de me soulager. Je n'ai pas envie de porter plainte. Et souvent, c'est la peur même de ces pesanteurs-là sociales. Il y en a une à laquelle j'ai dit, tu as vraiment dit à ton directeur que ton collaborateur, voilà ce qu'il te fait. Elle me dit, j'ai dit, et le directeur me dit de patienter. Oui. Au départ, je ne la croyais pas, mais j'ai fini par enquêter et réaliser que tout le service était au courant du calvaire de cette femme. Et finalement, elle a démissionné, elle s'est retrouvée chez elle des semaines durant avant de trouver du travail ailleurs. Mais quand toute une structure se mobilise pour estimer qu'une femme doit accepter que son collègue puisse lui faire ça. Et pourtant, la seule chose pour laquelle elle a préféré jeter l'éponge, parce que même en bas, non, mais est-ce qu'elle ne l'a pas provoqué? Bon, c'est des choses qui démotivent les femmes. Mais sinon, les violences conjugales, pas une semaine, même en étant dans ce studio, je lisais un message d'une femme qui a été battue. Malheureusement, dès que tu en parles, on estime que tu as lavé le linge sale en public. En réalité, la plupart des femmes se ruent sur les ONG et associations. Pas pour porter plainte, mais juste pour avoir une oreille discrète. Parce qu'elle insiste aussi. Oui, et comment se fait d'ailleurs ce recours à la justice même pour les femmes en cas d'abus, que ce soit en milieu professionnel, de la société? Comment se fait même? Ce que je leur conseille, puisque très peu osent. Et il faut, même au niveau des acteurs de la justice, vous trouverez des juges qui vont vous dire comment le viol peut exister entre époux. Vous trouverez des avocats qui vont vous dire que, comment on appelle ça, frapper sa femme, est-ce que c'est aussi grave que cela? Est-ce que vous trouverez même à l'intérieur des acteurs, tout le monde n'est pas prêt pour que les textes soient appliqués. Ça, c'est quelque chose que...
c'est quelque chose de lourd. Oui. Et c'est pour ça que, en fait, finalement, ces femmes-là, ce qu'elles ont trouvé comme solution, elles vont vers les ONG, associations, pour juste être soulagées. Parce que même à l'intérieur du service, quand tu en parles, celui à qui tu parles va déformer les faits et finalement tu es la risée de tout le monde. Donc elles viennent, et très souvent beaucoup me disent, surtout celles qui sont plus âgées que moi, parce que vous êtes une magistrate, je n'ai pas honte de vous dire, et parce que vous êtes une magistrate, je sais que vous n'allez pas exposer mon cas dehors. Donc ce que nous pouvons, et même quand on les sensibilise pour dire mais c'est une infraction, elles disent non, moi je vais juste être écoutée, et si j'ai des solutions, comment faire en sorte de ne pas perdre mon travail, comment je peux, c'est des choses comme ça. Alors la justice, dit-on, elle est gratuite, mais tout procès en justice également a un coût financier direct ou indirect, à raison donc des frais de justice induits par l'ouverture des dossiers judiciaires. On voit que, la plus grande partie des femmes préfèrent régler ces litiges par d'autres voies. Monsieur Aoudé, êtes-vous de cet avis? Effectivement, c'est vrai, la justice, elle est gratuite en la forme, mais si vous rentrez au fond, souvent, c'est des coûts, c'est des frais à payer, l'assignation, la notification avec les huissiers de justice et tout ce qui s'ensuit. Et effectivement, les gens préfèrent aller chez le alcali traditionnel pour gérer le problème, pas seulement à cause de l'aspect financier souvent, mais à cause de la rapidité. Parce que vous n'êtes pas sans le savoir qu'en justice, en première instance, si l'une des deux parties n'est pas d'accord, elle peut faire appel, et vous voyez, ça peut prendre du temps, ainsi de suite. Un seul dossier peut prendre 2, 3, jusqu'à 4 ans. Donc, alors que chez Alcali, maximum, c'est 1 mois. Non seulement il n'y a pas assez de dossiers, et également, il n'y a pas d'appel. L'instance, elle est toujours à la décision finale. Donc, du coup, les gens préfèrent aller là-bas. Mais je suis persuadé que l'aspect financier bloque également les femmes. Parce qu'aujourd'hui, comme Madame la coordinatrice a pris le cas de Mai et de Terra, où il n'y a qu'un seul tribunal d'arrondissement pour l'ensemble de l'arrondissement de Terra, vous voyez que ça décourage. La personne doit se déplacer. Souvent, vous ne savez pas, à pied, je ne sais pas, en moto et tout ce qui s'ensuit. Vraiment, c'est des frais à payer. Non seulement si vous venez également à la justice, il y a des frais d'actes à payer, et tout cela n'est pas du tout facile. Et souvent, quand vous êtes en face de quelqu'un qui est financièrement posé, vous avez vos arguments, eux, ils prennent un avocat. Et du coup, si vous n'avez pas de moyens de prendre un avocat, c'est tout un problème. Et dans notre société, on pense que dès que l'autre partie a pris un avocat, pour toi qui es partie prenante, qui n'a pas d'avocat, vous faites déjà des idées que vous allez perdre. Donc, mieux vaut jeter l'éponge et tout ce qui s'ensuit. Donc, je pense que tout cela, Dieu merci, l'ONG Chronique Juridique est en train de déconstruire toutes ces mauvaises idées. Oui, nous allons venir sur les actions que vous menez dans ce sens. Voilà, donc voilà un peu ce que je pouvais dire par rapport à l'aspect financier. Alors, Madame Gauger, ces femmes privilégient les autorités coutumières ou religieuses à lieu et place des tribunaux pour le fait que la justice a un coût financier dans le processus. Que pouvez-vous dire sur cette situation? Je vais d'abord compléter et contextualiser. En fait, lorsqu'on parle de la gratuité de la justice, par exemple, Maître Awadé est huissier. Vous avez les acteurs de la justice, c'est les huissiers, c'est les magistrats, donc le cadre institutionnel, les juridictions, on va dire c'est les avocats et les notaires. Quand vous allez chez un notaire, vous allez payer. Quand vous allez chez un avocat, vous allez payer. Quand vous allez chez un huissier, vous allez payer. Mais quand vous allez chez le juge, vous ne payez pas. Donc, on entend par gratuité de la justice le fait que quand vous saisissez le commissariat, vous ne payez pas. Peut-être que vous allez payer vos frais de taxi pour arriver là-bas, mais pour la procédure, vous ne payez rien. Donc, c'est ça qu'il faut entendre par la justice est gratuite. Cela ne veut pas dire que l'État va te mettre dans le taxi pour t'amener là-bas. Voilà. Donc, votre question par rapport au est-ce que c'est le coût financier? C'est clair que dans mon intervention au début, je vous ai dit qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne peuvent même pas prendre 200 francs de taxi pour quitter Harobal et venir devant les juridictions. Donc, c'est quelqu'un qui est en train de chercher de quoi manger pour la journée
et qui n'a même pas la garantie qu'il va manger le soir, ne va pas prendre mettre de l'argent dans le transport pour arriver devant une juridiction ou devant un commissariat de police. Mais cependant, ce qu'on peut essayer de rétablir aussi, c'est que très souvent, les gens ont beaucoup de préjugés. Moi, j'ai pu réaliser à quel point dans l'accès à la justice, il y a aussi le fait que le citoyen ne croit pas à la justice. À la justice, justement. Ça fait partie des facteurs qui les bloquent. Ils se disent, je n'ai rien. Même si je saisis, ça ne va pas donner parce que je ne connais personne, parce que ceci, cela. Ou bien parce qu'ils ne croient pas à la compétence des juges. En fait, ils sont persuadés que le juge n'est pas là pour le pauvre. C'est ce qui est faux. Et dans le cadre de chronique juridique, souvent, la méconnaissance des procédures fait qu'on pense que le juge nigérien est le plus corrompu au monde. Mais il arrive que 8 cas sur 10, quand la personne vient, quand elle commence à je ne sais pas ce qu'on a fait au juge, ce qu'on a donné au juge, quand il sent une procédure au juge, après, mais en fait, quand j'écoute bien la personne, souvent c'est une affaire de justice de commune, tu es parti au commissariat. Ils ne peuvent pas poursuivre. Souvent, c'est la procédure qui est comme ça, ce n'est pas le juge. Et justement, quelles sont vraiment les difficultés qu'ont les juges dans la prise en charge des dossiers féminins? Il n'y a rien de plus compliqué pour un juge qu'une affaire de dossier. D'abord, le juge, au Niger, les juges femmes font moins de 10%. On accuse le juge de tout. Quand c'est une femme, si elle remporte, on va dire que c'est la copine du juge. Ça, c'est des choses qui arrivent. Mais c'est surtout que les gens, souvent, ne réalisent pas c'est quoi une procédure judiciaire. On en veut beaucoup au juge. Souvent, c'est le juge qui est méchant. Quand les faits sont nouveaux, les gens portent plainte. Ensuite, la communauté se réunit pour dissuader la victime. Maintenant, c'est elle qui va venir avec un retrait de plainte. Sauf que la machine judiciaire, quand elle est lancée, c'est un rouleau compresseur. Elle ne s'arrête pas parce que tu ne veux plus porter plainte. Et là, finalement, le juge, c'est lui qui est vu comme le méchant. Il y a eu une infraction. Elle a pardonné à son mari. Elle a pardonné à son beau-frère. Et c'est le juge qui ne veut pas. Parce que. On a trop souvent ça. Alors que il y a très peu d'infractions dans lesquelles le retrait de plainte, par exemple, empêche au juge de continuer. Par exemple, oui. En matière d'adultère, c'est l'une des seules infractions où on dit le ou l'épouse offensée, tu portes plainte contre ton partenaire pour adultère. Si tu décides, je ne veux plus, le juge n'a rien à dire, stop. Il arrête. On peut arrêter. Si on est dans la poursuite, le procureur arrête. Même si la personne a été jugée, la personne est en détention. À partir de l'instant où celui qui a été offensé dit « je lui pardonne », on le sort de prison. C'est l'une des rares infractions. Mais les gens veulent mettre tout. Tu es fâché, tu portes plainte, ensuite tu retires et tu penses que le juge est là pour tes états d'âme. Il n'est pas là pour tes états d'âme. À partir du moment où tu prends ton courage à deux mains pour aller devant lui, si on déclenche, tant qu'il y a un trouble à l'ordre public, tant que les faits sont constitués, le retrait de plainte ne concerne pas la justice. À la limite, au moment de prononcer le jugement, ça va être une circonstance atténuante parce que les gens se sont déjà réconciliés. Mais en aucun cas, on ne va dire que tu es innocent parce que la victime ne veut plus de la poursuite. Pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, nous sommes aujourd'hui avec nos invités pour parler de l'accès équitable à la justice des femmes ici au Niger. Et nous sommes avec Madame Gojé Memouna Gazibo, coordinatrice de l'ONG Chronica Juridique, et Monsieur Aoudé Nourdine, il est acteur société civile et également président d'honneur de l'Association internationale des étudiants juristes. Alors, merci d'être toujours avec moi. Je disais, nous sommes donc avec Madame Gojé Memouna Gazibo, elle est la coordinatrice de l'ONG Chronica Juridique. Merci donc, chers auditeurs, auditrices. Alors, Madame, je reste toujours avec vous. Autant de situations, autant de problèmes auxquels font face les femmes. Au niveau de l'ONG Chronica Juridique, comment se ferait la prise en charge quand une femme se présente vers vous? D'abord, la prise en charge, elle est d'abord faite par
les jeunes de chronique juridique, dont Maître Awadé, qui font partie de ceux qui écoutent les victimes qui nous saisissent, leur donnent des conseils et les refaire. Nous avons un numéro quand les victimes appellent. Si nous pouvons prendre la personne en charge par téléphone, nous n'hésitons pas à la prendre en charge de cette façon. Parce qu'il y a des gens qui appellent juste pour savoir, voilà ce qui m'est arrivé, qu'est-ce que je peux faire. Si les explications suffisent, là, on l'oriente et c'est fini. Oui. Maintenant, pour les dossiers particuliers où c'est vraiment des procédures complexes, donc les étudiants, nous reposons beaucoup sur les étudiants en droit et mes collègues membres de chronique juridique, nous les écoutons, nous les suivons, nous les référons et l'assistance et l'aide juridique que nous pouvons, souvent certains ont des problèmes pour formuler leur plainte, par exemple. On va leur dire, voilà comment on rédige une plainte. Voilà la justice de commune ou le tribunal communal d'arrondissement compétent. Voilà, donc on leur explique la procédure, on leur explique ce qu'il faut faire. Parce que beaucoup, comme il a dit, quand on a parlé de gratuité, beaucoup ne peuvent pas se permettre les frais d'avocat. Mais quand même, ce n'est pas parce que tu ne peux pas prendre un avocat que nous, on ne peut pas t'expliquer. Je me souviens d'avoir aidé une justiciable qui s'est représentée elle-même devant le tribunal face à 2 avocats et qui a remporté son procès. Donc on essaye d'expliquer à la personne, voilà la procédure, quand on va te citer à comparaître, il faut aller ainsi de suite. Donc c'est essentiellement, nous ne jouons pas le rôle de juridiction. Et en termes de... C'est que je voudrais que ce soit important, malgré que je suis magistrate, mais c'est un aspect purement société civile. Donc, nous n'avons pas de compétences de tribunal, on ne juge pas, on ne prend pas position, on ne se mêle pas, de ce que fait la justice. Nous, on essaie juste d'ouvrir le code et de dire à la personne, si c'est une infraction pénale, va au commissariat. Ce qu'elle doit faire. Voilà, donc c'est ça notre rôle. Et en termes de statistiques, le nombre de plaintes que vous recevez, il est en hausse ou bien en baisse cette année? Il est tout le temps en hausse. Et c'est surtout qu'on a beaucoup de saisines via les réseaux sociaux. Par exemple, en 2021, toute catégorie hommes-femmes de personnes qui ont saisi, qui ont écrit l'ONG, on était dans les 900. Mais c'est beaucoup d'infractions. Licenciement abusif. J'en ai aujourd'hui encore un licenciement abusif que je n'ai même pas encore réglé. Harcèlement, viol, coups et blessures volontaires. Il y a tout ce faux, usage de faux. Pratiquement, et c'est toutes les couches socio-culturelles qui nous saisissent. Il arrive que même l'association islamique refaire à chronique juridique des cas. Oui. Et l'inverse aussi, nous aussi, souvent, il y a des dossiers dans lesquels on estime que, ça, on conseille à la personne. C'est plus facile pour toi d'aller à l'association et on accompagne la personne. Et la plupart de ces dossiers féminins, est-ce qu'ils vont jusqu'à la fin de la procédure judiciaire? En fait, c'est même notre société qui est conciliatrice. Nous, on essaye de peser le pour et le contre. Quand la personne vient à chronique, les dossiers où on sait que ça, là, tu ne peux rien faire, il n'y a que la justice qui peut vous départager. Par exemple, les violations de domicile. On enregistre souvent des femmes qui viennent me dire, mon ex-mari est venu juste dans ma maison conjugale pour arracher les enfants, des choses comme ça. Là, c'est très clair. L'association islamique ne peut pas gérer ça, chronique juridique ne peut pas gérer ça. Dans des cas comme ça, je leur dis, tu habites dans quel quartier, ton mari est dans quel quartier, puisque c'est la compétence, c'est le quartier de la personne qui est attirée, pas le plaignant. Oui. Donc on va lui dire, si ton mari et ton ex-mari habitent à Harobandé, c'est tribunal communal, arrondissement communal de Harobandé. Ça, on va te dire clairement, tu n'as pas le choix. Il faut aller devant la juridiction. Mais si, par exemple, souvent, ça peut être des petits problèmes de garde d'enfants qu'on sait qu'on peut gérer. Là, on essaye de faire de la conciliation. Et ça arrive que ça marche. Ça arrive juste qu'on écoute les gens, on conseille et que les choses se passent bien. Voilà. Des associations comme des ONG, comment dirais-je, chronique juridique, ils font beaucoup pour vraiment garantir l'accès équitable à la justice à ces femmes. Mais l'État, selon vous, monsieur Aoudé, acteur de la société civile, est-ce que l'État fait beaucoup pour vraiment garantir l'équitabilité de cet accès? Oui, l'État fait de son mieux parce que souvent il y a des campagnes de sensibilisation que font les acteurs de la société civile qui sont financés souvent par l'État. Également,
le médiateur de la République, la CNDH, la Commission nationale des droits humains. En tout cas, elles font souvent des séances, des plaidoyers au niveau des autorités pour faciliter l'accès à la justice aux femmes, surtout en matière, comment dirais-je, surtout dans le domaine de l'accès à la terre des femmes. Surtout cela, c'est parce que les femmes ont vraiment des difficultés par rapport à cela. Et moi, je pense que j'ai eu à participer à 2 activités entrant dans ce cadre financé par, je ne sais pas, c'est l'Union européenne. En tout cas, la CNDH et même le médiateur de la République étaient dans la danse, essayant d'amener les citoyens et citoyennes à comprendre qu'il y a plus de droits et au-delà des devoirs et qu'ils peuvent rester en justice en cas de litige sur le foncier rural et tout ce qui s'ensuit. Je pense que l'État fait de son mieux, comme disent les Ivoiriens, c'est bon, mais ce n'est pas arrivé. Quand on a une société à 80 ou 65% analphabète, donc je pense qu'on doit essayer d'aller de démystifier la langue française, essayer d'expliquer cela en langue facile, en Hausa, en Zarma, en Tamashek et tout ce qui s'ensuit, comme ce que vous êtes en train de faire pour faire passer le message. Mais si les gens se concentrent dans des forums, des ateliers, des séminaires à parler que du français, je pense que la justice ne sera que et ne restera que la chose des citadins. Oui, justement, vous, quelles sont les activités que vous menez vraiment pour favoriser cet accès à la justice sans discrimination? Effectivement, actuellement, avec mes anciens collègues de l'AIEJ et avec l'appui de l'ONG Chronique Juridique, donc en majeure partie, on essaye de faire également des campagnes comme le font les étudiants en médecine et tout ce qui s'ensuit, de sensibilisation. On prend des personnes, on les sensibilise, mais pas de la communauté urbaine de Niamey. En tout cas, il y a eu une première sortie dans la région de Tillabéri et une seconde dans le département de Koigolo. On était là-bas pour essayer de parler de la justice, de l'accès à la justice aux différentes couches sociales qui étaient là-bas. Bon, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à l'accès et tout ce que nous sommes en train de faire pour la promotion et la défense des droits de la femme. Oui, Madame Gauger. Ah ok, je pensais que vous vouliez ajouter quelque chose. Alors, les jeunes, juristes du Niger font aussi également beaucoup d'actions pour favoriser cet accès à la justice sans discrimination. L'ONG Chronique Juridique, à part les conseils et autres, est-ce que vous sillonnez les différentes régions pour sensibiliser également les femmes sur leurs droits qu'est cet accès à la justice? Nous faisons mieux parce que nous avons l'ONG Chronique Juridique est l'une des premières ONG qui a eu très vite conscience qu'aujourd'hui, on peut se reposer sur les médias sociaux pour sensibiliser le plus grand nombre. Lorsque vous faites une formation physique, les standards internationaux veulent que vous n'ayez pas plus de 30 participants à une formation. Alors que lorsque vous faites un débat télévisé, comme ce forum que nous sommes en train de faire, c'est tout le Niger qui en profite. Et c'est pour ça que nous avons travaillé essentiellement la totalité du code pénal du Niger. Nous l'avons traduit en français facile et mis à la disposition via par le canal de Kalangou, par le canal des réseaux sociaux, et ça a passé. La loi sur la cybercriminalité, nous l'avons entièrement décryptée en français facile et nous nous sommes reposés sur Kalangou justement pour faire la vulgarisation en Hausa, en Zarma et toutes les autres langues. Je pense que c'est vrai, nous conseillons, mais surtout nous sommes l'une des rares structures à vulgariser le droit à la fois en français facile avec un fascicule, sur Facebook avec des pages et en langue aussi. Pratiquement toutes les infractions. On a beaucoup collaboré avec tous les médias. On est en train de faire aujourd'hui ce forum en français. On l'a fait en Jarma ailleurs, on fait des forums en Hausa et on sensibilise, on explique les textes, on explique les procédures, on explique les mécanismes de saisine. Et malgré tous ces rudiments, tout cela, les femmes ont toujours, ce frein-là, elles n'arrivent pas à dénoncer. Ça va être un travail de longue haleine. On ne commence pas en janvier pour récolter en février. Moi, je pense qu'on a commencé quelque chose. Prenons la Journée internationale des droits de la femme. Il y a quelques années, c'est juste les médias qui tendent des micros à quelques femmes qui s'expriment.
quand Chronique Juridique a commencé le concours Miss Just in Poukra, cette année, pratiquement toutes les ONG se sont mobilisées pour faire une activité à l'occasion de la journée internationale. Donc la contagion, elle est là. Nous avons commencé et je reste convaincue que les étudiants, bientôt l'université Abdou Moumouni aura, comment on appelle ça, une clinique juridique qui aussi va s'atteler à expliquer les procédures, le droit dans les régions, ainsi de suite. Le plus important, c'est de commencer. Commencer et puis ne pas être égoïste au point de vouloir être la seule à le faire. Nous appelons toutes les ONG et associations qui œuvrent dans les droits humains, collaborant, travaillons ensemble, innocents nos formes. La preuve, c'est que nous étions initialement une ONG à part. Ils étaient une association à part. Et maintenant, voilà, nous sommes cette année, nous avons commémoré la journée en 3 structures. Le CEDOP, l'AIEJ et Chronique Juridique. Et certainement que l'année prochaine, on sera 5. Le plus important, c'est qu'on soit suffisamment ouvert. On est ouvert aux nouveaux étudiants qui nous rejoignent. On est ouvert aux autres structures pour collaborer. Mais je reste convaincu de la manière dont c'est en train de donner. Il y aura forcément un impact sur l'accès des femmes à la justice avec le temps. Alors vous, M. Aoudé, selon vous, que faudrait-il faire davantage pour vraiment assurer une effectivité de l'accès équitable des femmes à la justice ici au Niger? Donc ce qu'il faut faire, déjà, la coordinatrice a déjà dit ça, il faut d'abord commencer. Et c'est ce qu'on a commencé à faire. Vous avez vu avec Chronique Juridique, on a déjà commencé à sensibiliser et déjà il y a la clinique juridique qui sera bientôt mise en place à l'université de Niamey. Et au niveau de l'AIEJ également, je sais que mes camarades vont continuer ces campagnes de sensibilisation à l'intérieur du pays pour démystifier le droit et faire comprendre aux justiciables que la justice c'est pour tout le monde. C'est pas catégorisé, c'est pas que pour les hommes et que les femmes doivent se contenter de Al-Khali. Donc nous pensons que l'État également a beaucoup à faire parce que l'État également doit accompagner toutes ces structures œuvrant dans le cadre de la promotion et de la défense des droits humains et particulièrement ceux qui luttent pour la justice et la dignité des femmes au Niger. Donc voilà ce que je peux dire de manière ramassée, ce qu'on peut faire pour améliorer les conditions de vie et reconnaître les droits effectifs aux femmes nigériennes. Alors Madame Gaugier, pour terminer avec vous, comment vraiment améliorer l'accès à la justice en général et même celui des femmes en particulier? Je vais compléter, Maître Awadé. D'accord. D'abord, je pense que l'État se doit de tenir compte du fait qu'on est un pays où la population dans sa majorité est analphabète. Et donc ça veut dire que quand il y a les textes, l'État se doit de les expliquer. Les procédures, l'État doit faire une campagne de sensibilisation et de vulgarisation. Mais ça c'est le plus simple. Ce que l'État se doit de faire, il faut qu'on arrête de plaquer les textes. Quand vous prenez un texte sur le harcèlement sexuel ou sur le viol, vous le copiez sur la législation française, vous le collez au Niger, il n'y aura jamais de réussite dans la répression. Parce que le contexte culturel fait. En France, quand une femme est victime de harcèlement sexuel, elle devient une héroïne. C'est elle que tout le monde veut voir comme femme battante, comme femme qui a osé. Et finalement, même si tu es innocent, si elle dit qu'elle est victime de harcèlement, ta vie est fichue. Chez nous, c'est l'inverse. Quand tu portes plainte, c'est ta vie à toi qui est fichue. Donc, il faut adapter les infractions. D'abord, permettre, par exemple, pour des infractions comme le harcèlement sexuel, mais que le jugement soit fait à huis clos, que la dénonciation puisse être anonyme, de protéger l'image, le nom de la femme, par exemple. Pour beaucoup d'infractions, même si la définition de l'infraction, nous la définissons comme le législateur français l'a défini, dans la procédure, nous pouvons être maîtres de nos procédures et tenir compte de notre contexte socio-culturel. Oui, rapidement, nous sommes presque à la rapidement, en matière coutumière, divorce et répudiation, les procédures de divorce qui peuvent faire 1 an, 2 ans, il faut faire en sorte que la justice, comment on appelle ça, que les procédures soient rapides. Si les procédures étaient rapides en matière de succession, en matière de divorce, les femmes allaient davantage saisir les juridictions. Les citoyens allaient... Donc les lourdeurs, les pesanteurs, les lourdeurs administratives, judiciaires doivent être retravaillées. Et il faut contextualiser. Je continue de le dire, je continue de le crier. Il faut que nous ayons des textes en adéquation avec notre réalité. Tant que nous les plaquons,
les peuples sont différents. Ça ne marchera pas. D'accord. Merci donc, chers auditeurs, auditrices, chers téléspectateurs de Studio Kalangu. C'est ici donc que prend fin ce forum sur lequel nous avons débattu sur la thématique l'accès équitable à la justice de la femme ici au Niger. Et à travers les interventions de nos invités, nous avons compris que les pesanteurs sociales et ou religieuses font en sorte que les femmes ont du mal à saisir les juridictions pour leurs plaintes et elles privilégient les autorités coutumières ou religieuses. Il faut donc que ces femmes prennent leur courage en main pour saisir les juridictions, pour éviter et ou arrêter tout abus contre elles. Nous étions donc avec Madame Gogé Memouna Gazibo, elle est coordinatrice de l'ONG Chronique Juridique. Merci d'être venue. Monsieur Aoudé Noureddine, il est acteur de la société civile, président de l'Association internationale des étudiants juristes. Merci également. À la modération, c'était Nafisa Adam Sirfo. À la technique, Seine Isaka. À la régie vidéo, Mustafa Yuba. À très bientôt pour une nouvelle thématique sur le studio Kalangu.